On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Les députés sont maintenant de retour dans leur comté. Fin des travaux à l'Assemblée nationale. On dresse le bilan de tout ça avec Jean-François Roberge, député de la Coalition Avenir Québec dans Chambly. Parler du bilan de session, parler de la CAQ également, de son rôle de porte-parole en matière d'éducation. Il a enseigné pendant plusieurs années, mais aussi d'autres enjeux, des enjeux locaux, notamment à l'égard de la police. On sait que le maire de Chambly tient mordicus à sa police et je pense que le député l'appuie dans sa démarche. C'est le moment de dresser le bilan de la session parlementaire du côté de l'Assemblée nationale à Québec. Après avoir reçu le député de Saint-Jean, Dave Turcotte, c'est au tour du député de Chambly, Jean-François Roberge, d'être avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, comment s'est portée la session parlementaire? Vous allez probablement me répondre que ça a super bien été pour la Coalition Avenir Québec. Disons que vous aviez le vent dans le dos. Oui, effectivement, ça a bien été. Ça va bien quand on le dit, mais ça va surtout bien quand la plupart des analystes le disent. À l'Assemblée nationale, le parti qui a incarné l'opposition officielle, ça a été la Coalition Avenir Québec, et par défaut, le gouvernement en attente, c'est la Coalition Avenir Québec. C'est vrai que le gouvernement s'est tiré dans le pied, mais il a fallu aussi qu'on joue notre rôle d'opposition correctement, qu'on fouille nos dossiers, puis qu'on fasse des propositions. Puis ça, c'est un peu inhabituel. On est une opposition qui s'oppose. Évidemment, on joue notre rôle de chien de garde pour les citoyens, mais on propose des idées. Et ça, je pense que ça déstabilise un peu l'establishment et la façon de faire de la politique à Québec. Avoir une opposition qui se met la tête sur le bio en proposant des idées et donc en acceptant d'être critiqué un peu comme si c'était le gouvernement. C'est différent, mais moi, j'aime ça. D'un point de vue journalistique, je dirais la chose suivante. Souvent, dans les travaux parlementaires, il y a souvent l'imposition du thème ou du sujet du jour. À moins que le gouvernement, évidemment, dépose une loi ou propose quelque chose. C'est lui un peu qui provoque le sujet. Par contre, ce qu'on doit constater, c'est que oui, effectivement, le gouvernement a connu des difficultés. L'opposition officielle a perdu son chef durant la session. Maintenant, course au leadership et tout ça, alors que du côté de la Coalition Avenir Québec, c'est comme si à chaque jour, ou presque, la CAQ a imposé la thématique de la journée en soulevant des propositions, oui, ou en critiquant le gouvernement, mais c'est comme si vous aviez comme une stratégie, disons, d'imposition du thème. Oui, effectivement. Mais on a fait beaucoup de recherches. J'ai le goût de dire que nos recherchistes politiques ont quasiment fait ce qu'on appelle du journalisme d'enquête, là. Vous avez un ancien journaliste, dont Michel Saint-Louis, là, qui est dans vos... Oui. J'ai probablement pensé qu'il y avait quelque chose à voir là-dedans. Ouais. Bien, oui, il nous a influencés positivement, mais nos recherchistes aussi font énormément de demandes d'accès à l'information, valident les informations. C'est M. François Paradis, député de Lévis, qui a sorti des documents sur le temps d'attente, sur les problèmes en CHSLD, plutôt que de réagir à qu'est-ce qu'il y a à la une ce matin, comment on se positionne. C'est arrivé où nous avons eu des exclusivités que nous avons annoncées à la fois aux journalistes et au gouvernement. Et donc, évidemment, qu'on a imposé le thème ces jours-là. C'est arrivé en éducation, c'est arrivé en santé, c'est arrivé en éthique. Donc, je pense que oui, on a pris la place et on n'a pas l'intention de quitter la pole position. Quels ont été, selon vous, les principaux faits saillants de la dernière session parlementaire? Est-ce que ce sont les problèmes récents au MTQ qu'on a vu avec une loi de l'Omerta, le projet de loi sur Uber, sur lequel le gouvernement a d'ailleurs imposé le bâillon pour faire passer la loi? Est-ce que c'est ça les principaux faits saillants? Est-ce qu'il y en a d'autres? Bien, je vous dirais deux choses. Problème d'éthique et d'intégrité au gouvernement et éducation. Comme thème principal, la Coalition Avenir Québec a imposé, quand on dit qu'on a pris le contrôle de l'agenda, le thème de l'éducation. J'ai sorti un livre, on a fait un colloque national, et c'était particulier de faire un colloque national à Trois-Rivières, financé par la Coalition Avenir Québec, mais non partisan. C'est-à-dire que c'était gratuit, tout le monde était invité. Et la plupart des gens dans la salle, ce n'étaient pas des membres de la CAQ, qui n'étaient jamais allés à un événement de la CAQ de leur vie. Ils venaient à ce forum-là parce que c'était la place où il fallait être ce jour-là. Des sommités, M. Égide Royer, qui n'a pas pris sa carte de membre de la CAQ, c'est très, très bien, le président de la Fédération des cégeps, etc. Donc, on a vraiment pris la pole position au niveau de l'éducation, proposé des idées, fait un sommet national, et là, tout à coup, le Parti libéral a été en réaction. Ils ont essayé de copier nos idées. M. Philippe Couillard, qui s'est autoproclamé premier ministre de l'Éducation, c'était drôle.
Maintenant, Alexandre Cloutier, là, aspirant-chef, qui dit « Ah oui, ma priorité, c'est l'éducation. » Donc, je vous dirais que l'éducation, la CAQ l'a mis de l'avant. Puis après ça, bien, ça a été toutes les questions d'intégrité. Écoutez, il y a eu l'arrestation de Mme Normando, l'affaire Samamad, puis les problèmes au MTQ, là, je dirais le tandem Poitiers-Daou. Donc, je dirais éducation et intégrité ont beaucoup monopolisé les énergies au côté de la Coalition Avenir Québec. Bon. Concernant le dossier Uber. Oui, aussi, parce très que important. On a vu en fin de session, certains s'attendaient à ce que le Parti québécois appuie le projet de loi. Finalement, il y a eu un amendement. Bon, puis Québec solidaire, finalement, s'est retiré, tout ça. Quelle était la position exacte de la CAQ concernant le projet de loi sur Uber? Parce que certains y voyaient vraiment, disons, votre parti marcher peut-être un peu à contre-courant de ce que voulait, disons, le Parti québécois, Québec solidaire ou même le Parti libéral. On n'a jamais été proche du Parti québécois ou du Parti libéral là-dedans. Nous, on pense qu'il faut revoir plusieurs de nos lois pour intégrer l'idée de l'économie de partage ou de l'économie collaborative. Ouais. Des fois, on dit Uber, est-ce que c'est vraiment de l'économie de partage? Parce qu'il y a des gens qui en font un petit peu un métier. Disons l'économie collaborative ou l'économie de partage, il faut revoir carrément notre cadre législatif. Il faut penser autrement. Et le projet de loi 100, ça aurait pu être écrit en 1982. Le projet de loi du gouvernement, ça venait consolider les vieilles façons de faire, dire ça se passait comme ça en 80, ça se passait de même en 2000, ça va se passer de même en 2020, alors qu'il me semble qu'il y a une opportunité. Uber est venu bousculer le statu quo pour nous dire « Hey, il faut penser autrement ». Donc, on n'a pas une position pour l'entreprise Uber, on a une position pour la modernité. Bon, mais Uber doit payer ses taxes et ses impôts. C'est sûr, il n'y a jamais été question de ça. Avec les chauffeurs de taxi qui ont acheté des permis à 150 000 ou 200 000. Oui. Et là, il arrive une concurrence un peu déloyale dans le système. Ces gens-là, un peu comme on achète une maison, c'est comme vous achetez une maison, puis on vous dit, bien finalement, votre maison, elle va valoir 2 fois moins quand vous allez la vendre. Alors, on fait quoi avec ces gens-là qui sont détenteurs de permis et qui l'ont payé à grand prix? Bien, il faut les protéger. Attention, on ne veut pas le Far West, on ne veut pas une concurrence déloyale, mais on veut ouvrir un petit peu davantage le marché. Ce qu'on propose, c'est de laisser aux gens qui ont acheté un permis, il faut que ce permis-là vale quelque chose. C'est ça. Donc, c'est important. Exclusivité pour les contrats gouvernementaux. Exclusivité pour la capacité de hailer quelqu'un. C'est-à-dire, le taxi passe, on dit « Hep, taxi ». Bien, à Montréal, c'est très, très, très fort. C'est plus de la moitié de leur business, excusez-moi le terme, qui est ça. Ensuite, exclusivité pour les files d'attente. Lors des grands événements ou sur le bord des théâtres, il y a des zones réservées de taxis. Bien, ce permis-là, ça leur donne tous ces avantages-là. Est-ce qu'il peut y avoir une offre de service différente? C'est-à-dire, oui, le taxi, c'est ça, ils ont acheté ce permis-là, puis ça leur donne des privilèges que n'ont pas les gens qui font de l'économie collaborative, Uber ou n'importe quelle autre plateforme. Bien, eux, par contre, ils ont droit de proposer leurs services. Évidemment qu'ils paient leurs taxes et leurs impôts. Ça, c'est non négociable. Il faut aussi qu'il y ait une assurance, parce que quand on prend un véhicule, il faut qu'on soit assuré. Il faut qu'on vérifie leur antécédent judiciaire, évidemment, pour assurer la sécurité du public. Après ça, là, laissons les gens avoir le choix entre deux offres différentes. Mais il faut éviter le Far West, où on déréglemente tout, puis on laisse tomber les chauffeurs de taxi. Puis il faut éviter aussi le statu quo qui empêche toute innovation. Il y a pourtant un grand espace entre ces deux-là, puis le Parti libéral ne l'a jamais vu. Revenons à l'éducation, parce que vous êtes critique en matière d'éducation au sein de la deuxième opposition. Et d'ailleurs, vous l'avez fait mention tantôt, vous avez sorti un livre. Parlez-nous un peu du livre, parlez-nous un peu du contexte dans lequel vous l'avez sorti aussi. M. Legault m'a confié en fin août, début septembre 2015, le mandat de faire une grande tournée du Québec, de renouveler un petit peu le discours de la CAQ en éducation. Je le faisais déjà avant qu'il me le confie, mais là, disons que j'ai mis les bouchées doubles et triples. Rapidement, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup à dire, qu'il fallait vraiment bousculer beaucoup de statu quo. Et j'ai décidé à ce moment-là d'entreprendre la rédaction d'un livre pour sortir quelque chose de un peu plus, qui a un peu plus de jus là, qu'un simple communiqué de presse, puis un simple point de presse. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à rédiger le livre que j'ai publié comme un essai, qui n'est pas le livre de la CAQ, qui est le livre de Jean-François Roberge. Oui, je suis député de la CAQ, mais en même temps, il y a des idées là-dedans qui vont être adoptées ou pas par les militants. Donc, moi, j'ai fait cette contribution-là, 20 chapitres, 20 idées, 20 prises de position. Je me suis mis la tête sur le bio parce qu'évidemment,
je reçois des fleurs et des pots. Mais je pense qu'on avait besoin de lancer le débat sur l'éducation au Québec. Ouais. On va voir si le parti, la CAQ, les récupère toutes. Moi, je suis prêt à en débattre. Je pense qu'on a besoin de débattre d'éducation, puis ça a été ma contribution. Quelles sont, disons, 2, 3 idées évoquées dans le livre? Bien, très rapidement, une qui a été reprise rapidement par la CAQ, la prématernelle 4 ans, Oui. ça vient de mon livre. L'école jusqu'à 18 ans, ça vient de mon livre. Si on va ailleurs, je vous dirais de donner une directive claire à toutes les fédérations sportives du Québec, qui sont toutes financées par le gouvernement, pour éviter qu'elles n'entrent en compétition avec les activités scolaires. Hein, des fois, on dit à l'école, on aime bien avoir des activités parascolaires, mais au Québec, des fois, il y a des activités antiscolaires. C'est-à-dire que quand, comme payeur de taxes, on paie à la fois l'école, le gymnase, le prof, et la Fédération de hockey. Et la Fédération de hockey organise un tournoi le vendredi qui commence à 2h30 de l'après-midi. On sait bien que le jeune ne sera pas à la fois à l'aréna et à l'école. Pourtant, les contribuables paient pour les deux. Et le jeune, ce qu'il va faire, c'est qu'il va rater l'école pour aller à son tournoi. Et ça arrive vraiment très fréquemment, que ce soit hockey, soccer, etc. Je pense qu'il faut harmoniser vraiment le monde scolaire et le monde sportif pour arrêter de se compétitionner. Donc ça, c'est une des idées du livre. L'éducation est probablement l'un des ministères où il y a passé le plus de ministres en si peu de temps. Oui, c'est triste. Concours de circonstances, Dr Bolduc qui est parti, Ouais. Ensuite M. Blais qui n'a pas été là très, très longtemps, M. Moreau qui est tombé malade, bon, on le sait. Là, vous avez un nouveau ministre qui, d'ailleurs, est issu de l'ancienne ADQ Ouais. de Mario Dumont, qui lui-même, à l'époque, prônait l'abolition des commissions scolaires. Comment se comporte-t-il, objectivement, là, Sébastien Proulx, comme ministre de l'Éducation, à date, ça vous dit quoi? Bien, je pense que c'est un type assez humble. C'est un type qui écoute. Donc, il a certainement la bonne attitude, je vous dirais, parce que, écoutez, ils n'arrivent pas... C'est un avocat. C'est pas quelqu'un qui arrive du milieu de l'éducation, donc il est conscient qu'il doit apprendre comment fonctionne le réseau, puis c'est tout un réseau. En plus, il y a tout le ministère de la Famille en même temps. Comme a dit Pierre Péladeau à propos de lui-même, il y a des croûtes à manger. Je pense que M. Proulx a des croûtes à manger, mais je vous dirais qu'il est bon élève et qui a une bonne attitude, je dois le dire. Sauf que ça fait un peu désordre, comme disait M. Parizeau, d'ailleurs, ça fait un peu désordre quand, d'une semaine à l'autre, on se contredit et on fait le contraire de ce qu'on a dit. Bon, il est en apprentissage. Moi, je trouve ça triste, par contre, pour le réseau d'éducation. C'est bien beau d'avoir un ministre qui veut apprendre, là, mais ça va faire bientôt 2 ans et demi que ce gouvernement-là est au pouvoir. C'est les élèves, c'est les profs, c'est les parents dans le qui dernier paient budget, pour cet apprentissage Dans le dernier maladroit. budget, il n'y a pas eu 5 un millions. investissement en éducation additionnel? Bien, en fait, ils ont mis un peu plus d'argent que l'année passée. Donc, on pourrait dire qu'ils ont réinvesti. Mais le trou qu'ils ont creusé à l'appel mécanique dans le budget de l'éducation depuis 2 ans, sont en train de le remplir à la petite pelle à jardin. Donc, techniquement, oui, ils rajoutent de l'argent dans le réseau, mais à ce rythme-là, ça va prendre quoi, 10 ans avant de combler toutes les coupures qu'ils ont faites. Donc, de dire que tout à coup, ils ont une vision en éducation puis ils réinvestissent, disons qu'il faut regarder juste les derniers mois. Parce qu'aussitôt qu'on s'éloigne un peu pour comprendre la perspective, on voit que dans le fond, c'est un gouvernement qui a essentiellement coupé en éducation. Qu'on aime ou non les commissions scolaires, disons qu'on a joué beaucoup au yo-yo avec leur survie au cours des dernières années, abolit pas, fusionne, agrandit les territoires. Là, à cette heure, on a une présidence au suffrage universel, on a moins de commissaires qu'avant, mais c'est un autre système. Et là, finalement, le gouvernement a dit on ne jouera pas là-dedans. On recevait d'ailleurs Mme Bouchard il n'y a pas longtemps, qui est la présidente de la commission scolaire des Hautes-Rivières, qui nous disait, bien là, en principe, les commissions scolaires vont rester. Le souhait, c'est d'avoir des élections scolaires en même temps que les élections municipales, mais c'est pas fait. On s'en va où avec... Je comprends que c'est de la structurette, là, mais ça prend quand bien même une structure pour gérer le système scolaire. Oui. C'est quoi l'avenir des commissions scolaires, là, à court terme? L'avenir, honnêtement, le gouvernement ne le sait pas. Je serais bien malvenu de vous dire où s'en va le gouvernement parce qu'il ne le sait pas. De 6 mois en 6 mois, il change d'idée. Il n'avait pas de plan. En 2014, pendant la campagne électorale, M. Couillard a déchiré sa chemise en débat pour attaquer M. Legault, qui, lui, voulait éliminer pas nécessairement les commissions scolaires, mais bien les élections scolaires. Donc, il défendait les élections scolaires. Elles ont eu lieu en 2014, ça a coûté 20 millions, 5 des gens sont allés voter. Suite à ça,
le premier ministre a dit on élimine les élections scolaires. Et ils ont déposé un projet de loi pour les éliminer à moitié. Jusqu'à retirer le projet de loi, dire non, on maintient les élections scolaires, maintenant, il ne faut plus s'occuper de structure. Mais 2 semaines après avoir dit ça, il a déposé jeudi dernier un autre projet de loi qui revoit les structures. C'est pas vrai qu'il les revoit pas, là. Le même ministre Proulx qui dit « Je ne peux plus parler d'élections scolaires parce que maintenant, je veux parler de réussite et plus de gouvernance. » Bien, il a déposé jeudi un document qui s'attaque à la gouvernance des commissions scolaires. Il maintient les élections, mais il s'attaque à la gouvernance. Ils n'ont aucune direction. Ils naviguent à vue, c'est vraiment terrible pour tout le milieu de l'éducation. Bon, si le gouvernement décide de maintenir les commissions scolaires, est-ce qu'il est, selon vous, souhaitable, à tout le moins, que les élections scolaires soient en simultané avec les élections municipales? Et si oui, en novembre 2017? Je ne pense pas qu'il y a une bonne façon de faire les mauvaises choses. Je pense que les élections scolaires, c'est quelque chose qu'on ne devrait plus faire, des élections scolaires. Mais si on est pris pour les avoir? Universel. Bien là, c'est comme si vous me dites comment on devrait faire pour mettre le feu à l'Église. Moi, j'ai dit, mettre pas le feu à l'Église. Ça, c'est la meilleure solution. On ne s'ostinera pas longtemps sur si c'est du papier ou de l'essence qu'on met. On ne met pas le feu à l'Église. OK, c'est une mauvaise idée. Puis moi, si vous me demandez comment bien faire des élections scolaires, moi, je vous dis, faites-les pas, les élections scolaires. D'accord? Je pense qu'il faut avoir ce courage-là. On vient d'avoir une partielle dans une scolaire, là, il y a quoi, 4 jours? Savez-vous le taux de participation? 2,6 Ça veut dire qu'il y a 97 du peuple qui a mieux aimé ne pas aller voter. Et les élections scolaires, là, ça sert à quoi? Ça sert à donner une légitimité démocratique aux administrateurs scolaires. Mais tu n'as pas de légitimité démocratique quand 97 des gens ne vont pas voter. À un moment donné, il faut sortir du déni puis allumer. Branchez-vous sur le peuple quelqu'un, là. Dernière question sur l'éducation. Vous avez enseigné pendant quoi, 17 ans? Oui, 17 ans. Vous êtes probablement encore en contact avec d'anciens collègues du milieu. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les profs, en ce moment, quand vous leur parlez, quand vous les côtoyez, ou des anciens collègues à vous? Ils disent « Donnez-nous de l'air. Arrêtez de décider en haut, que ce soit à la commission scolaire ou au ministère, quoi faire dans nos écoles. Il y a un paquet d'enveloppes dédiées, un paquet de budgets dédiés. Quand ce n'est pas le ministre qui prend une décision, c'est la commission scolaire. Puis les directions, comme les profs, disent « Pouvez-vous arrêter de nous dire quoi faire? Laissez-nous être des professionnels. On sait quoi faire. Donnez-nous un programme. C'est beau. On va faire les évaluations. On va enseigner comme il faut. Si on a besoin de plus de livres, on va prendre le budget pour les livres. Si on a besoin de plus d'ordi, en équipe école, on va la prendre, la décision. C'est ça qu'ils veulent. Parlons maintenant des enjeux locaux dans Chambly. Oui. Vous avez un maire qui est très, très proactif à Chambly et qui veut sa police. Qu'en pense le député du comté? Bien, moi, je pense que le maire a la légitimité démocratique pour la faire, sa police. Comme on dit, là, il n'a pas été élu avec 2 de la population. Là. Le maire, il a été élu, il s'était dit en campagne électorale. Vous savez, des fois, on dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit. Il a eu le mandat de le faire, donc il essaie de réaliser son mandat. Puis au gouvernement libéral, pour une raison que je m'explique mal... C'est assez curieux, effectivement. Vraiment, il se l'explique. Quand on regarde la loi, là, ça dit que les municipalités se donnent un service de police. Et là, il y a eu une espèce de décret pour forcer la ville de Chambly et Richelieu, d'ailleurs, à rester dans la régie de force. Donc, comme la décision politique est douteuse, bien, tout ça va au niveau judiciaire. Puis là, ça, c'est vraiment dommage. Parce que comme contribuable, là, soyez assurés qu'on paye les avocats de la ville puis qu'on paye les avocats du gouvernement. On paye des deux bords, puis on n'est pas mieux servi. Avez-vous tenté de savoir auprès du ministère de la Sécurité publique et ou du ministère des Affaires municipales pourquoi on refuse la police au maire de Chambly? Oui, et savez-vous ce qu'ils nous disent? On ne peut pas en parler parce que c'est devant les tribunaux. Donc ça, c'est une belle façon de ne pas répondre. J'en ai parlé à Mme Thériault et qui nous disait « Ah non, moi je pense aux citoyens d'abord. » Tout le monde pense aux citoyens d'abord, mais il n'y avait pas rien d'autre là, comme argumentaire. Moi, je m'explique mal, cette décision-là. Écoutez, honnêtement, est-ce que vraiment, là, ça va changer la vie des citoyens tous les jours? Je ne peux pas vous le dire, mais je m'explique mal cette fin de non-recevoir au gouvernement libéral. D'autant plus que M. Moreau, dont je souhaite la guérison, évidemment, comme tout le monde, mais pendant qu'il était en santé, pendant le court laps de temps où il était ministre de la Sécurité publique, il a autorisé dans son comté, à Mercier, une ville beaucoup plus petite que Chambly, de faire exactement ce qu'il refuse à Chambly, c'est-à-dire de sortir de la régie et de créer son corps de police municipale. C'est assez difficile à justifier. Ça fait vraiment petite politique libérale classique.
quels sont les autres enjeux dans le comté de Chambly en ce moment? Quelles sont les demandes qui émanent soit des maires ou des organismes du milieu? Quels sont les principaux enjeux en ce moment, mis à part la police que le maire veut? Il y a des petites choses qui peuvent locales, mais qui pour moi sont très, très, très importantes. Il y a le local de la FADOC, qui ont un édifice à eux, donc c'est la Fédération de l'âge d'or, dont le toit coule. Et ce local-là est utilisé par, je pense que ce sont des milliers de membres pour la région. En plus, qui est loué pour des mariages, des fêtes, etc., c'est vraiment utilisé. Et pour moi, c'est très, très important d'assurer de ça. Parce que quand ça coule, non seulement il faut le réparer, mais en plus, à mesure que ça coule, ça endommage, ça coûte de plus en plus cher. Donc, j'ai travaillé là-dessus. J'ai fait le maximum pour sortir un petit peu de mon petit budget. Et j'ai obtenu du gouvernement libéral un petit coup de main, il faut le dire. Il y a des ministres qui collaborent très, très bien. Donc, Mme Charlebois, qui a sorti de l'argent de son discrétionnaire. Donc, il faut le dire aussi. Même chose pour le Centre d'interprétation des énergies renouvelables à Richelieu, qui est un écomusée dans une cour d'école. C'est formidable, les éoliennes, la géothermie. Puis, tout l'été, là, ils accueillent des camps de jour scientifiques pour les jeunes. C'est vraiment quelque chose d'unique, qui ont toujours besoin d'argent. Bien là, il faut que je le dise. Je suis allé voir Sébastien Proulx, ministre de l'Éducation, qui lui aussi a délié les cordons de la bourse pour donner un petit quelque chose, pour donner un coup de main. Donc, on les critique, mais en même temps, on est capable de travailler avec eux au gouvernement. Puis, c'est pas parce qu'ils n'ont pas voté du bon bord que les citoyens n'auront pas leur juste part. C'est important de le mentionner parce qu'il y a l'ajout pour la gouvernance vraiment provinciale, mais pour les petits dossiers comme ça, locaux, il y a moyen de collaborer, puis il y a moyen d'obtenir ce qu'il faut. Enjeux en matière de transport et de santé sur le territoire? Transport, encore une fois, je peux dire quelque chose de bien. Il va y avoir un élargissement de l'autoroute 10 avec une voie réservée, précisément ce que j'avais demandé il y a à peu près 6 mois au ministre des Transports. Je n'ai pas été le seul à le demander. Là. On a été nombreux à le demander, mais c'est allé dans le bon sens. Donc ça, je suis satisfait. J'espère que ça va aider à désengorger Chambly. Par contre, la route 112, qu'on appelle Boulevard Périgny, qui devient Cousineau à Saint-Hubert, c'est un cauchemar. C'est atroce. À 4h30, là, aller à Chambly ou aller sur Sainte-Catherine, à Montréal, par le pont, c'est la même affaire. Là. C'est un goulot d'étranglement à partir de la 30. C'est clair qu'il faut l'élargir. Là, il y a une étude. L'MTQ fait une étude, mais on la connaît, la conclusion de l'étude. Là. Ça va dire élargissez la 112. Mais là, ça retarde. Je pense que c'était supposé être déposé en mai. Là, c'est juin. Puis là, s'ils nous repoussent ça plus tard, bon, pour quelques mois, c'est pas grave. Mais tant que l'argent va être là pour l'élargir ensuite, parce qu'on sait bien que ça va être ça la solution, il faut élargir la 112. Bon. Et en matière de santé sur le territoire, GMF, UMF et tout ça, parce que vous êtes desservi sur le territoire par l'hôpital du Richelieu, qui maintenant est dans le grand territoire de Charles-Lemoine, où il y a d'ailleurs les travaux d'agrandissement, avec un projet de transférer, je pense, le centre mère-enfant dans le fameux laboratoire qui n'aura pas de laboratoire. Là. Beaucoup d'incertitudes. Je vous dirais un peu comme le réseau de l'éducation qui vit énormément d'incertitudes parce que les ministres changent. En santé, le ministre ne change pas, mais il brasse tellement toute l'organisation que les citoyens et les acteurs du réseau ne savent pas trop sur quel pied danser. À Saint-Basile-le-Grand, je ne sais pas sûr l'émission sera à Saint-Basile, mais on a un grave problème. Là. Il y avait une clinique, on est passé de 6 à 4 à 2 et on pense que le dernier médecin va prendre sa retraite. Donc, on va être passé de 6 médecins à 0 médecin dans une clinique à l'intérieur de 18 mois. Donc là, c'est grave. Là. On a des patients orphelins, des gens âgés qui sont venus me voir à mon bureau de comté. Et là, on leur dit, faites-vous-en pas, allez à l'hôpital. Mais leur hôpital, là, c'est Saint-Hyacinthe. Pour les gens de Saint-Basile, pour les gens de Saint-Basile, c'est Saint-Hyacinthe. Alors que pour eux, je veux dire, ils ont le goût d'aller à Longueuil, on s'entend, là, ça parle à 116, là, c'est rapide. On leur dit, allez à Saint-Hyacinthe. Mais c'est des gens qui sont sur le bord de ne plus conduire leur voiture. Ce sont des gens âgés qui ont toujours eu le même médecin, mais justement, leur médecin aussi est âgé, prend sa retraite. Et là, il y a une espèce de no man's land. Il y a eu une pétition qui a été déposée à l'Assemblée nationale. J'ai parrainé cette pétition. Suite à une pétition, on peut l'appeler, l'étudier en commission parlementaire. Donc, j'y suis allé, commission santé et services sociaux. Ouais. Et là, c'était particulier parce que tous les députés libéraux ont dit « Ah, elle est caduque, votre pétition, il n'y en a plus de problème d'accès à la santé. » Voyons donc, à Saint-Basile-le-Grand, je parlais à M. Jean Rattel, qui est l'initiateur de la pétition. Il y en a un problème. Non, M. Barrette va tout régler avec la loi 20. Donc, il y avait une espèce de déni. Puis, il ne voulait pas en parler. Il ne voulait pas faire venir des experts. Il ne voulait pas faire venir des médecins.
c'était tout réglé. Donc, ça me désespère un peu parce que pour les gens de Saint-Basile, là, eux qui, je sais pas trop, sont pas au courant qu'il y a des médecins virtuels, ça a l'air. En terminant, que va faire le député durant l'été? Un mélange de famille, de planche à voile et de travail, évidemment. Moi, je fais de la planche à voile sur le bassin de Chambly. On a cette chance d'avoir un grand lac, donc voilà. Ensuite, on va voir un peu les enfants. J'ai 2 petites filles, moi, 10 ans et 12 ans. Il y a des députés qui sauvent en courant de l'Assemblée nationale pour des raisons familiales. Ça fait que je vais essayer de préserver l'équilibre. On va essayer de préserver l'équilibre pour à la fois rester papa et rester député. Puis évidemment, on va à la rencontre des citoyens, des barbecues, des épisodes de blé d'Inde, puis le bureau reste ouvert tout l'été. M. Roberge, merci beaucoup. Merci. Bon été. À vous aussi. Reste avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Télévision du Haut-Richelieu. Le problème de la grille du frêne est pris au sérieux ici dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Jusqu'à présent, 400 frênes ont été traités. Chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal et chaque dimanche matin, c'est le Télébingo avec 3 500 $ en prix. Il y a toujours 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Prochain rendez-vous demain. Bye bye.